Bonsoir à tous. Marc Aurèle avait un rêve, et ce rêve s'appelait Rome. Ce soir, chers assemblés, nos orateurs, malgré l'exercice, vous prouveront que le cœur de Rome n'est pas dans le marbre du Sénat, mais dans le sable du Colisée. Deux empires s'affronteront pour la conquête du titre. Les impétueux révoltés d'Assas, aux redoutables qualités, face aux invaincus Sorbonnards ayant tous les deux pour temple commun le Panthéon. Auront-ils leur revanche dans cette vie ou dans une autre? Tant qu'ils nous offrent ce que demande le peuple, un spectacle sanglant et sans pitié, nous serons peut-être cléments à défaut d'être commodes, et nous leur laisserons la vie sauve. Mais ce sera à notre terrible cour de trancher pour les départager. Ils seront 7. Nombre parmi les nombres seront-ils les 7 sages de Grèce aux portes de Delphes, ou reformeraient-ils pour notre plus grand plaisir les 7 têtes de l'hydre de Lerne pour terroriser nos candidats? Le premier de nos jurés est une femme, et pourtant c'est l'une des seules à ne pas porter de robe parmi cet aréopage. Journaliste, chroniqueuse, politicienne engagée, elle entretient des rapports très amicaux et chaleureux avec la fine fleur des polémistes. La journée classique de Clémentine, café à 10 h avec son Zemmour de toujours, déjeuner sur l'herbe avec Soral, garder la monnaie, et dîner aux chandelles, je ne parle pas des bougies, pour fêter la fin du Ramadan avec Tariq. Pour ceux qui doutaient du don de clairvoyance de notre tapisserie favorite du dimanche, j'ai nommé Michel Drucker. Il avait vu juste lorsqu'elle n'était qu'une enfant qui prenait le micro pour chanter sur Antenne 2. Celle-là, le jour où elle sera grande, on en reparlera. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Vous l'aurez compris, si un homme averti en vaut 2, sachez qu'une femme comme elle en vaut 10. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Clémentine Autain. Notre deuxième juré se présente habituellement en tandem pour briguer le vice-bâtonnat 2018. S'il prend si bien les vannes douteuses du Triumvirat 2016, c'est qu'en homme de théâtre, il s'est essuyé les planches comme personne. S'il a aussi bonne presse, c'est qu'il a pris le parti de la défendre devant les tribunaux. Secrétaire de la conférence dont la prom queen était Arnaud Montebourg, la fameuse promotion 93, l'année de ma naissance, je le sais, cela ne nous rajeunit pas. À défaut d'être mon père, j'adorerais que vous soyez mon grand aïeul à la conférence. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour la première fois, et je l'espère paladaire, Mère Basile, Maître Basile Adair. Notre troisième juré est un fou d'histoire. Et j'ai peur qu'à la suite de tous les anachronismes, erreurs et bavures historiques que nous allons commettre ce soir, il annonce qu'il se retire de la vie universitaire pour prendre la place de Stéphane Bern en plein mercato. Je vous en conjure, n'en faites rien. Même si l'on ne fait pas de Guillaume Lette sans casser d'eux, je serai pendue pour ce jeu de mots terrible. Vous manquerez bien trop à vos étudiants qui vous adorent et vous adulent. Pour vos indéniables qualités de conteur, pas seulement, car vous êtes un grand président, celui d'Assas, et vous avez eu la brillante idée d'en faire une université si belle et si semblable à une boîte de nuit après travaux de rénovation. Bravo ! Que personne ne veut plus en sortir. Le canapé or en lurex du Grand Amphi a accueilli les fesses de toute la gauche française cette année. D'Alain Juppé à PLM en passant par Jean-François Copé. C'est aussi ça, Assas debout. Mais rassurez-vous, cher Guillaume, au panthéon de nos présidents, vous restez le favori de nos assassins ce soir. Cher public, Monsieur le Président Guillaume Lette. Notre quatrième juré vient équilibrer la partialité. Après Assas, il rappellera que le Panthéon demeure l'apanage de la Sorbonne. Lui aussi, il tient à la réputation des Sorbonnards. Et lorsqu'il lui prend l'envie d'écrire une tribune, il choisit un journal post-révolutionnaire à connotation communiste, Le Figaro.
Le monde avait refusé. À sa décharge, l'humain a refusé aussi qu'il s'épanche sur la question juridique que soulèvent les écoutes de Nicolas Sarkozy. Notre pénaliste aguerri est en réalité un professeur encensé par ses élèves, directeur du département de droit pénal de la Sorbonne, mais aussi du DU franco-russe et de droit économique. J'ose espérer, Monsieur Schilstein, que votre attrait pour l'esprit slave adoubera de ce fait mon élection à la tête de la fédération avec des méthodes très poutiniennes. Je vous demande, cher public, d'accueillir Monsieur David Schilstein. Notre 5e juret est un habitué de nos événements. Et si nous le reprenons, c'est que nous sommes encore les seuls à le supporter. Si c'est un plaisir renouvelé de le recevoir à chaque fois, les réserves en champagne de la fédération y sont passées. Mais pour rien au monde, nous n'aurions voulu qu'il reste de l'autre côté de l'Atlantique, là où il a fait ses armes, à New York précisément. Notre maître d'un soir est surdiplômé, passé par les bancs de toutes les meilleures écoles. Il a pourtant arrêté de les fréquenter depuis qu'il a accepté d'enseigner à Sciences Po. Il fut terrible juge au procès Pétain et donnera encore une fois de sa voix puissante ce soir. Je vous demande d'accueillir le premier secrétaire de la conférence Promotion 2011, Maître Grégoire Etriard. Notre 6e juret est connu et reconnu parmi les étudiants d'Assas. Il a d'abord traumatisé tous les juristes en herbe lorsqu'il était chargé de TD, puis est passé maître en la matière de conférences qui plus est. Du haut de sa chaire, il professe comme personne ne le faisait avant lui, mais pas pour les raisons qu'on ne le croit. C'est un des seuls de sa génération à savoir ce qu'est un tuto. Et j'avoue, je dois le remercier. Après avoir passé la matinée à les regarder, je n'ai eu qu'une envie, c'est de faire une triorvelleur et de vous dire merci pour ce moment. Il saura déceler en vous les jeunes gens dérangés que vous êtes et que vous tentez à peine de dissimuler. Pour juger de cette finale d'anthologie, je vous demande d'accueillir Monsieur Grégory Porté. Notre dernier juré est, ô surprise, un homme, mais depuis peu seulement. Oui, derrière ce visage de chérubin à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession se cache en réalité le mal. À ceux qui pensent que la jeunesse ne fait rien, il est l'exception par l'exemple. Hyperactif et véritable touche-à-tout, il ne s'arrête presque jamais à notre grande âme, puisqu'il nous épuise souvent par la même occasion. Dormir, très peu pour lui. Après avoir été président de l'Alliance et lauréat de la Coupe du Championnat avec la Sorbonne l'année passée, il fait à peu près tout. Qui mieux que lui pour incarner ce combat où il devra se résoudre à départager les deux parties du Panthéon? J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Guillaume Chaumette. La cour est fin prête. Je laisse mon cher vice-président Alexandre Canoyan annoncer nos candidats. Ne vous fiez pas à son air méchant. En vrai, il est pire. Bonsoir. Détenteurs du titre de champion, ils peuvent se permettre d'entrer ici comme des CRS dans Tolbiac. Voici venue l'équipe de la Sorbonne. Commençons par Étienne. Alors, je dois avouer, j'ai eu du mal à trouver quelques méchancetés sur lui. J'ai pourtant essayé, hein. J'ai demandé à la moitié de la fédération, mais personne n'a rien à baver sur lui. Personne n'a pas grand-chose à dire d'ailleurs, mais bon, c'est pas très grave. Pas même à Assas, c'est dire. Mais derrière cette face d'ange, se cache un lourd secret, une trahison. Si Étienne représente la Sorbonne aujourd'hui, il la quittera bientôt pour ELM Lyon. Veuillez applaudir Étienne. Vient alors Jordan,
qui accéda à 2 reprises à la finale du Trophée des orateurs. Alors, vous remarquerez, j'ai dit accéda, j'ai pas dit gagna. Bon, la première fois, c'est normal, j'étais là, mais pour la seconde, alors, à moins que cette amère défaite ne soit imputable à son binôme d'alors, à nouveau présent aujourd'hui, j'ai nommé Salah. Alors, je ne dis rien, enfin, je dis ça, je dis rien, c'est pas pour mettre une mauvaise ambiance, hein. Mais pourtant, si je prends la page Facebook de Révolte-toi Sorbonne, voici la description de Salah. La force tranquille de Révolte-toi Sorbonne. Notre secrétaire général manie les mots comme personne et saura vous embarquer au milieu d'un tourbillon de figures de style. Dès l'instant où il aura plongé, vous aurez plongé vos yeux dans son regard de gentleman tourmenté. Vous saisirez la vivacité qui anime son esprit et la solide culture sur laquelle s'appuie son argumentation. Comment t'as perdu, mec? Veuillez accueillir Jordan et Salah. Et enfin, à leur tête, le président de Révolte-toi Sorbonne, Tristan. Alors, si Tristan est connu, ce n'est pas pour ses talents d'orateur, ce n'est pas pour ses résultats universitaires, non. Si Tristan est célèbre, et il l'est, dans nos rangs du moins, faut pas déconner, s'il est célèbre, c'est pour son point commun avec Robert Hue et la moitié des pédophiles de France, sa barbe en collier. Veuillez accueillir Tristan. De l'autre côté de l'arène, les challengers. Cette revanche, ils y tiennent. L'année dernière, la victoire, les vainqueurs l'avaient à cœur, et les vaincus l'avaient dans le... Contrairement à Tristan, Tanguy n'a aucun point commun avec les pédophiles. Au niveau de la pilosité. Non. Par contre, c'est un véritable stalker sur Internet. Alors, pour ceux qui n'ont pas Tristan en ami sur Facebook, c'est simple. Il like tout. Vos photos, vos vacances, votre famille. Tristan connaît toute votre vie. Tanguy. Je confonds les pédophiles, désolé. Tanguy connaît toute votre vie. Tanguy is watching you. Veuillez accueillir Tanguy ou Tristan. Au milieu de la clameur des joutes oratoires, il est courant d'entendre un cri. Il a raison! Le cri du Yann en chaleur. Il faut dire que Yann en a vu plus d'une. Le vice-président de Révolte-toi ça, c'est un véritable pilier de débat. Ce qui rend d'autant plus pathétique sa terrible défaite face à la glorieuse Aix-en-Provence, composée notamment de L1. Veuillez accueillir Yann. Je demanderai aussi au public de bien regarder la cravate de Yann. Vous y verrez 2 animaux dans une certaine activité. Lors du procès de Mata Hari, nous nous étions tous félicités pour la parité observée dans les équipes. Bon, il faut croire que les équipes locales en ont un peu rien à foutre. Mais heureusement, comme avec Salah pour la Sorbonne, Assas a son quota en la présence d'Ismaël. La fédération misogyne, oui, raciste, jamais. D'ailleurs, Ismaël, après le débat, il y a un cocktail. Veuillez accueillir Ismaël. C'est bon, les motifs, vous ne sentez pas trop seul. Comme pour son idole, l'intelligence d'Esteban est un obstacle. La banane, c'est Esteban. Le président de Révolte-toi Assas mène d'ailleurs une double vie. Alors, pas celle d'un super-héros ou d'un agent secret, non. Celle d'un nerd.
La nuit venue, Esteban disparaît pour laisser place à Estiboobs. Alors j'y peux rien, j'ai rien inventé. Allez consulter son profil sur Steam et je vous ai même invité à regarder son nombre d'heures. 1534 heures sur Counter-Strike. Veuillez accueillir le pro des headshots, Estiboobs. À présent que le jury et les candidats sont en place, il est temps d'annoncer le sujet. Ce soir, certains tenteront de faire tomber les particules pendant que les autres essaieront de sauver les parties têtes. Puisque le sujet sur lequel ils s'affronteront est le suivant: ce gouvernement réinstaurerait la monarchie absolue. Messieurs, en place. J'appelle donc le Premier ministre du gouvernement. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, les membres du jury, Mesdames, Messieurs. Comme le disait mon grand-père, Mohamed Aboukader Ben Ammar, devant le siège des allocations familiales à Paris. Vive la France, grande, noble et fière. Cette France vivra. Cette France dont parle mon grand-père survivra. Si, et seulement si, nous renouvelons impérativement notre système politique, devenu substantiellement défaillant et étrangement anarchique. Le gouvernement que je préside ce soir vous propose de rétablir une nouvelle monarchie absolue. Une monarchie novatrice et salvatrice dont le ministre Albertini vous exposera les détails de l'exercice et de la pratique. Le ministre Langlade poursuivra par les détails sur la nature et l'essence même de ce pouvoir. Quant à moi, c'est d'un constat fâcheux et accablant que je m'avance. Observez. Observez-vous et observez autour de vous. La France du XXIe siècle est une France triste. Elle est molle, elle est faible, elle est fébrile. Contaminée par la bureaucratie et l'élitisme enrageant, notre France est décevante. Ravagée par la lourdeur institutionnelle d'un système, assaillie par les contrôles et qui pourtant n'empêchent pas les abus. Plus que tout, c'est une impopularité historique d'un pouvoir dit illégitime et qui pourtant est faible. Plus personne n'hésite à le salir. On n'hésite plus à le salir de nos mots et nos mots n'y cherchent plus refuge. Pourtant, il sommeille dans notre histoire un passé radieux. Il chante à nos cavatines un passé mélodieux, mesdames, messieurs. Souvenez-vous. Ne laissez pas l'oubli vous aveugler. Remontez avec moi vers ces temps glorieux. Que venait-on et que vient-on aujourd'hui voir à Paris? N'est-ce pas le Louvre, les Tuileries, Versailles et Place Vendôme, la Concorde? Que vient-on voir en France, mesdames, messieurs?
N'est-ce pas le château de Chambord? N'est-ce pas le château de la Loire? N'est-ce pas Chevanceau? N'est-ce pas Fontainebleau? Que vient-on voir en France, mesdames, messieurs? N'est-ce pas Molière? N'est-ce pas Poussin? N'est-ce pas Racine? N'est-ce pas la Renaissance? N'est-ce pas le classicisme? Oui, monsieur, je vous écoute. N'est-ce pas la Tour Eiffel? S'il vous plaît, monsieur. On parle d'un passé plus curieux. Et alors, mesdames, messieurs, n'oublions pas, et souvenons-nous, qui est à la source de tout ce que je viens de citer? Qui est à la source et à l'origine de ces gloires? Qui est le noyau et le berceau de ces merveilles? Je vous laisse conclure. Ce sont nos rois. De Louis XIV à Louis-Napoléon Bonaparte, en passant par Louis XVI, ils ont été les fondateurs de cette France grande et glorieuse. Ce soir, ce que nous proposons, c'est le retour. Le retour de cette suprématie. Le retour de cette image d'une France au centre du planisphère, d'une France au centre du monde. Nous proposons donc une monarchie absolue, méritocratique, dénuée de droits divins et de caractère héréditaire ainsi que de noblesse. Une monarchie établie sur la base d'un concours qu'auront l'opportunité de passer tous les citoyens français âgés de 18 à 30 ans. Léna? Pour reprendre un grand homme, justement, le meilleur moyen de se payer la couronne, c'est d'étudier. Une fois au trône, l'exercice de ce dernier sera absolu. Les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, seront regroupés aux seules mains du monarque. Le roi légiférera, il exécutera sa législation, et la justice sera rendue en son nom. Le roi, enfin, établira et organisera son administration. Il disposera de ses pouvoirs librement, Rex Imperator, Quod Principis, et tout ce qui va avec. Cessons de nous complaire dans la médiocratie. Cessons de nous complaire dans la bassesse. Et agissons pour nos rêves. Agissons pour accomplir une France forte. Merci, monsieur le Premier ministre. Dans l'union d'un seul. Nous rappelons à toute fin utile aux débatteurs que le débat dure 5 minutes. J'appelle maintenant le chef de l'opposition. Mesdames et messieurs, d'emblée, je préfère vous rassurer, ce soir, nous n'allons couper la tête de personne. Je sais, nous avons une tendance fâcheuse avec nos rois de leur couper la tête, mais nous allons dérober à la règle ce soir. Si vous aviez peur, vous voilà rassuré. Si vous n'aviez pas peur, permettez-moi de vous dire que vous êtes inconscient. Car ce n'est pas l'envie qui manque. Non pas de vous couper la tête, car nous ne sommes pas des membres du gouvernement, mais plutôt de vous effrayer, de vous faire peur. Mais là encore, rassurez-vous, nous ne sommes pas des brutes. Au lieu de vous violenter physiquement, nous préférons vous démonter par le verbe. Nous n'allons pas vous séduire, nous allons vous convaincre. Alors prenons le temps d'analyser la proposition du gouvernement. Il vend sa motion comme une proposition, et on le sent un peu dans le sous-texte, avant-gardiste. Et il a bien raison, oui, c'est un pas en avant. Seulement, c'est le pas de trop. C'est le pas en tension. C'est ce pas qui vous fait chuter. Bas, bien bas, trop bas. Et dans cette béance abyssale qui fourmille de questions auxquelles le gouvernement n'a pas répondu. Quelle place aura les citoyens dans cette monarchie? Sur quel royaume le roi va-t-il régner? Allons-nous rester dans l'euro? La place de la femme? Celle des homos? Celle de la religion? On sait bien que si le passé a été formidable, si on peut voir des châteaux, être homo, être une femme, du temps des rois, personne n'a envie de cela, et pourtant c'est ce que vous nous demandez. Et cette opposition n'est pas pour cette retour en arrière.
Ces questions, nous allons les éclairer d'une lumière telle que l'incohérence de cette proposition vous sera, mesdames et messieurs, évidente. Pour ce faire, le député Luneau vous montrera que la monarchie est incompatible avec le pluralisme des idées. Ensuite, le député Rochas soulignera la primordialité de la séparation des pouvoirs pour le bien-être des citoyens. Quant à moi, je vais vous montrer pourquoi nous n'avons pas besoin d'un roi. Car, je vous assure, c'est là l'enjeu du sujet, c'est pas la monarchie. L'enjeu du sujet, c'est de vous faire croire que nous avons besoin d'un roi, qu'il est nécessaire que nous ayons une gouvernance royale. Et de quel roi? On nous dit qu'il sera bon, peut-être méchant, cynique, ou au contraire proche du peuple et sincère. Est-ce qu'il va élever son peuple au pinacle de la civilisation, ou lui apportera-t-il l'opulence et l'épanouissement, disons-le clairement, le bonheur à tous? Il n'y a aucun roi qui a fait ça. Et le roi qu'il propose non plus n'accomplira pas ça. Pour une raison toute simple. Un roi, c'est un technicien borné. Au mieux, il fera une gestion cohérente. Au pire, il fera une gestion désastreuse du pays. Mais en aucun cas, être un roi fait de vous quelqu'un capable de gouverner. Il faut simplement être technique, et c'est le point sur lequel nous insistons. Être béni par une quelconque institution ne vous rend pas pour autant bon à diriger et à gouverner. Seulement, si le gouvernement vous vend cette idée du roi, derrière il y a cette idée de stabilité. Grâce à la monarchie, nous allons retrouver une stabilité, car bien sûr la République c'est instable. Eh bien là encore, cette stabilité est illusoire. Et bien encore, sommes-nous prêts, parce qu'il y aurait une forme de stabilité, à renoncer à tout ce que nous avons acquis avec la République? Eh bien, cette opposition est de l'avis contraire, et la stabilité, qu'elle soit illusoire, le roi, qu'il soit bon, ne nous attire pas, et bien au contraire, nous ramène à chérir notre République, à la porter en porte-étendard. Et tandis que certains vous demandent de faire le pas de trop, celui qui vous emmènera au bord de la falaise, nous vous demandons de voter contre cette motion, de retenir votre pas et de regarder les autres. Regardez un passé nostalgique qu'ils croient être merveilleux, mais qui, n'en doutez pas, avait aussi ses faiblesses. Merci. Merci, monsieur le député. N'hésitez pas, chers débatteurs, à poser des questions. J'appelle donc le deuxième ministre du gouvernement. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, chers sujets du Royaume de France, j'ai fait un rêve. Oui, un rêve où les gouvernements amorphes, immobiles, lâches, reculants, ces tels gouvernements auraient disparu. J'ai fait un rêve où le gouvernement appliquerait les principes du philosophe Jean-Jacques Goldman, à savoir j'irai au bout de mes rêves. C'est ce que nous voulons faire ici au gouvernement. Nous sommes tellement attachés à la grandeur de la France que nous sommes prêts à renoncer à nos postes de ministre, de secrétaire général, de premier ministre, qui sont grassement payés avec bon nombre d'avantages. Car nous croyons aujourd'hui que le système n'est plus efficace. Monsieur Salah parlait de stabilité illusoire, vantant peut-être la stabilité de la République. J'aimerais l'inviter à réviser son histoire, notamment la Troisième République. J'aimerais l'inviter à se pencher sur le nombre de remaniements ministériels qu'il y a eu ces dernières années, que ce soit sous des gouvernements de gauche ou de droite, avant de donner des leçons de stabilité. Monsieur Salah, vous avez parlé de craintes. Ce ne sont que des doutes, ce ne sont pas des vraies marques d'opposition. Vous êtes effrayé, je vais vous rassurer, n'ayez crainte, car l'action du roi sera légitime, efficace et sans abus. Dans le temps de la monarchie absolue du droit divin, l'action du roi était guidée par les principes de la religion catholique. Cela en faisait un bon roi, car il savait qu'à la fin de sa vie, il allait devoir rendre des comptes
à Dieu, tout là-haut. Certes, aujourd'hui, nous sommes tout à fait modernes, et nous sommes dans le XXIe siècle, le droit divin est totalement écarté, mais la figure du bon monarque, la figure du monarque juste, humain, attaché à son peuple, attaché à l'intérêt général, attaché à au bonheur de chacun de ses sujets, qu'ils soient hommes, femmes, homosexuels, transgenres, ou peut-être même hamsters si vous voulez. C'est pourquoi l'action du roi n'aura uniquement pour but que la poursuite de l'intérêt général et non pas le copinage. Ainsi, cette action juste, justifiée, va créer... Je vous écoute, monsieur Perrault. Mais si le roi se révèle vicieux et méchant et cruel, comment le fait-il quitter le trône où il a tout pouvoir? Monsieur Perrault, vous avez une vision bien pessimiste de l'homme et un manque flagrant de foi en l'humanité. Nous vous disons que le roi sera un bon monarque, il sera formé pour ça. Son action tendra vers l'intérêt général. Ce n'est pourtant pas compliqué. Ainsi, par cette action, une légitimité d'exercice va se développer. Le roi, par son action, contribuera au bien-être du pays. Son successeur poursuivra son travail, de sorte que le pays sera prospère pour les siècles et des siècles. Amen. On avait oublié le droit divin, autant pour moi. Son action sera aussi efficace, car les trois pouvoirs seront concentrés en ses mains. Ainsi fini les différents comités, les différents avis consultatifs, obligatoires mais non liants, les différents avis de la pêche locale. Le monarque aura les moyens de sa compétence. Il pourra prendre les décisions et les appliquer pour le bien-être du pays, sans se soucier peut-être parfois de certaines oppositions, hélas minoritaires, qui empêchent la France d'avancer. Et enfin, pour M. Salah, qui avait des craintes, qui était inquiet, je vais le rassurer une fois de plus, il n'y aura pas d'abus de la part du roi ou de la reine, pour deux raisons extrêmement logiques. Le monarque étant absolu, il a tout. Il possède tout sur son royaume. Il est donc incorruptible. Que peut-on offrir à quelqu'un qui a déjà tout? Rien. Et enfin, l'action du roi étant guidée vers la satisfaction d'intérêt général, il sait très bien qu'il n'est pas dans son intérêt de commettre des abus au risque de soulever le peuple et de perdre sa tête. Ainsi, mesdames, messieurs, pour un sursaut français, pour une France forte, pour une France apaisée, pour une France en marche, pour une France insoumise, souhaitez le retour du monarque. Merci, monsieur le ministre. J'appelle maintenant le député. Vous avez 5 minutes. Merci. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs du jury, messieurs du gouvernement, chers collègues de l'opposition et chère assemblée. Alors, monsieur Albertini, nous avons de la chance, nous apprécions le même philosophe. Mais quand Jean-Jacques Goldman chante « J'irai au bout de mes rêves », il parle du rêve de tous les Français, et pas seulement d'un seul roi. Vous avez dit que ce roi aurait une action légitime, efficace et juste. Mais comment pouvez-vous contrôler cette action, vérifier qu'elle soit juste, si ce roi a les pleins pouvoirs? Vous nous avez aussi dit que ça sera la fin du copinage, mais ça sera aussi le début des courtisans, des hommes et femmes qui graviteront autour du pouvoir de ce roi. Enfin, vous l'avez dit, votre monarque aura tout. Ce que nous souhaitons à l'opposition, c'est que le peuple ait tout. Mesdames et messieurs, confieriez-vous la tâche de vous soigner, la tâche de réparer votre voiture, la tâche d'éduquer vos enfants, la tâche de votre sécurité à une seule et même personne? J'ose espérer que non. C'est pourtant ce que propose ce gouvernement en donnant à un monarque spécialiste de rien
le pouvoir de tout faire. Pourtant, depuis 200 ans, le pari de notre République a été d'élargir le débat à tous les citoyens. Il a été de les inclure dans les choix politiques, de les faire passer du rôle de spectateurs au rôle d'acteurs de la République française. Chacun de ces citoyens a une vision, a une idée pour la France. Et c'est grâce à cette diversité d'opinions, et c'est grâce à ce pluralisme politique, enfin pris en compte dans notre République, que la France avance, que la France se réforme, que la France se modifie en profondeur. Pour citer quelques exemples, le droit de vote des femmes ou l'entrée de l'écologie dans le débat politique. Cette souveraineté du peuple et de la diversité de ses opinions est nécessaire à la nation. Face à ce monarque solitaire, nous avons déjà, vous, eux, nous, 50 millions de souverains qui chaque jour vivent la France, qui chaque jour la comprennent dans son ensemble et qui sont légitimes pour porter un projet politique. Qui mieux qu'eux pour décider et voter dans chaque département, dans chaque région et pour tout le pays. Nous avons besoin de ce pluralisme et de ces idées politiques pour la stabilité de la nation. Car oui, la stabilité, c'est s'adapter et certainement pas être immobile dans un monde en perpétuelle mutation. Monsieur, vous avez une question? Vous parlez de pluralisme politique. Pourquoi un roi sans parti politique serait peut-être plus apte à représenter tous les Français sans opinion? Un roi qui n'aurait pas été élu par les Français, qui n'aurait aucune responsabilité devant quelconque gouvernement ou son peuple, respecterait les envies de son peuple? Je ne le pense pas. Merci, monsieur. Notre système politique permet cette adaptation nécessaire à la stabilité, grâce au remplacement continu de notre gouvernement, de nos représentants au Parlement. Le pouvoir change donc selon le choix des Français. La structure même du Parlement permet aux différents points de vue d'être représentés et d'influencer la politique tout au long du mandat du député. Votre régime monarchique nous enfermera dans la tyrannie de la ligne politique fixe et perpétuera le déclin du pays. Je ne prendrai pas votre question. Au contraire, dans notre République, on s'adapte. Si l'on est satisfait, on réélit notre représentant. Si l'on n'est pas content, on choisit l'adversaire idéologique ou une idée plus novatrice. Dans tous les cas, on avance. Et c'est grâce à ce compromis politique et cette alternance politique que nous réussissons l'exercice nécessaire de la souveraineté du peuple. Alors, à l'heure où certains citoyens se désintéressent de la politique, vous, au gouvernement, choisissez de fuir, de déléguer la politique à un monarque parce que vous ne savez pas faire. Eh bien, messieurs, si vous n'avez pas les épaules pour porter cette politique, laissez vos places. Et des personnes qui comprennent l'intérêt de notre système démocratique. C'est en réalité tout l'inverse qui est nécessaire. Si les Français ne vont plus voter, proposons-leur de nouveaux votes. Si les Français n'aiment plus les figures politiques, proposons-leur-en des nouvelles. Le renouveau, c'est peut-être Bruno, mais c'est certainement pas Charlemagne ou Louis XIV. Nous refusons la facilité et le retour en arrière. Soyons fiers du débat démocratique qui anime la France. Soyons fiers de notre échiquier politique qui chaque jour propose, qui chaque jour débat, qui chaque jour vote et qui chaque jour fait vivre et avancer la France. Pour cela, mesdames et messieurs, je vous invite à voter contre cette proposition pour que nous restions tous ensemble les souverains d'une France en mouvement. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. J'appelle le troisième ministre. Monsieur Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, je voudrais vous dire comment j'ai été pris de la maladie du siècle. Cette phrase, vous la connaissez puisque vous êtes des hommes et des femmes de culture extraordinaires, et je ne vais pas vous l'expliquer, mais cette maladie du siècle, on vit encore dans ce mal centenaire qui n'a qu'une chose de commune, c'est la démocratie. La démocratie, messieurs, mesdames, les députés, les citoyens,
c'est une promesse terrible, c'est une promesse de l'aube horrible, parce que au moment de la Révolution, on nous a promis la grandeur, on nous a promis une liberté sans limite, et nous avons connu que la décadence et une liberté qui avait un goût trop fade. Et aujourd'hui, on veut vous offrir un remède, parce que vous, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, chers publics, chers députés, vous êtes la France, vous êtes le peuple de France, vous êtes un homme malade. Et je veux vous proposer un modèle, un remède, parce que je sais que votre peine est comme la Seine, elle s'écoule mais ne tarit pas. Laissez-vous guérir, je vous l'exhorte. Et je vais vous montrer que le remède que nous vous proposons est le meilleur, en vous expliquant pourquoi la monarchie permet la meilleure efficacité de l'action politique. Simplement parce que le roi reste sur plusieurs décennies, alors qu'il y a l'alternance, il y a des compromissions parlementaires. Il a donc le temps de mener une politique de long terme, sans échéance électorale, sans électeurs à faire plaisir. Et puis sans alternance, où il y aura un rasage, un balayage énorme des idées de tout ce qui a été construit. On vit dans un système qui est tout de même terrible, puisqu'on en arrive à déconstruire tout ce qui a été construit pendant les 5 ans précédents. Et aujourd'hui, on n'avance pas en France à cause de ce genre de phénomène. Je vous écoute. L'alternance, justement, ne pousse-t-elle pas les présidents, les élus à faire tellement bien pour rester, tandis que l'idée de savoir qu'on restera éternellement... La question. Jugez vous-même. Jugez vous-même, simplement. En 2002, par exemple, Lionel Jospin faisait des cadeaux, en termes d'allègement d'impôts ou de politique budgétaire pour se faire élire. Résultat, il n'a pas été élu, et au moment de la crise, les taux d'intérêt étaient tellement élevés qu'on n'a pas pu emprunter. Enfin, c'est comme ça, c'est la réalité. Les gouvernants font des politiques pour se faire élire, pas pour l'intérêt général. Et donc, cette politique de long terme, on a le temps de semer et de la faire germer. Et ensuite, on pourra récolter les fleurs, les fruits du labeur commun, et non pas détruire tout ce qui a été construit sur les années précédentes. Et le fait qu'on en arrive à des fruits, c'est favorable parce que c'est la communauté entière des Français qui en bénéficie. Et il faut du temps au temps. Mitterrand le disait, il avait raison, il faut laisser du temps au temps pour que les choses se fassent de façon la plus efficace. Et aujourd'hui, la politique est rendue caduque. La politique que mènent nos députés juste à côté, là-bas, ou là-bas, elle est rendue caduque par des compromissions parlementaires permanentes. On accepte toujours de compromettre une loi parce qu'on a envie qu'elle passe. Et du coup, rien ne se fait, tout est bloqué. Et puis, je vous parlais tout à l'heure du balayage de l'alternance. L'alternance. Et on se rend bien compte aujourd'hui que c'est l'opinion publique qui dicte la politique. Et aujourd'hui, avec un roi, aujourd'hui, on n'aurait pas un diktat aussi important. On dit souvent que l'opinion publique est une belle vénale parce qu'elle ne réagit que sur les faits divers. Vous voyez dans les médias, il y a des faits divers, tout le monde s'enflamme, on promet de faire une loi et rien ne se passe. Il n'y a pas d'action constante qui est faite. Il n'y a pas de continuité dans le temps ou de responsabilité d'une personne. Ensuite, il y a l'échéance électorale dont je vous ai déjà parlé. Comment est-ce que vous voulez qu'on arrive à quelque chose avec ce genre d'échéance qui parasite la gestion saine de notre République? Napoléon, vous savez, avait l'habitude de dire « un mauvais chef en vaut mieux que deux ». Parce que, il vaut mieux que deux bons chefs, évidemment. Parce que les deux bons chefs, pendant le temps qu'ils passent à se disputer, on ne fait rien, on n'avance pas, on fait du surplace. Et le mauvais chef qui peut avoir une politique moins intelligente, on trouve quand même de bons résultats parce qu'il a eu l'audace et le courage d'avancer. Et c'est pour ça qu'on vous propose un roi pour avancer, pour aller dans le futur. Et je conclurai en répondant au député qui m'a précédé à propos des contre-pouvoirs. Il existe, je conclus, attendez, je suis royaliste, pas communiste, je ne partage pas mon temps de parole. C'est tout. Merci, monsieur le ministre. J'appelle maintenant le troisième député de l'opposition, M. Rochas. Madame et messieurs du jury, amis du gouvernement, oui vous êtes mes amis,
membres de l'opposition et chère assemblée, bonsoir. Alors, Monsieur Langlade nous a fait le numéro du malade imaginaire. Il ne connaît peut-être pas Molière, mais en tout cas, c'était comme si. Malade... Oh, bravo. C'était comme si. En effet, il a la maladie du siècle, la mine est fébrile, le teint est blafard. Je me suis inquiété, nous sommes inquiétés. J'espère que vous aussi, vous avez cette inquiétude. Mais en tout cas, nous sommes sauvés, il va bien. Ensuite, nous avons eu le Monsieur Langlade jardinier. Alors voilà, ça poussait, il faut du temps au temps. C'était superbe. Mais j'aimerais vous dire que l'image de notre République, c'est avant tout Voltaire qui nous la disait à la fin de Candide. Il faut cultiver notre jardin chacun. C'est cette émanation collective qui construit notre République. Ce n'est pas un diktat fait par un roi, un monarque. Alors, nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents ont fait un pari. Le pari de la République. Je me tiens devant vous ce soir afin d'honorer ce pari et j'espère pouvoir relever ce défi. La République française, c'est avant tout un équilibre. C'est avant tout une structure qui s'est construite au fil des années, réunissant tout le monde, tous les citoyens autour du même idéal, celui de la liberté. Alors, cette construction a pour pierre angulaire un principe que ce gouvernement a momentanément oublié, un principe qui est fondamental dans notre société. Ce principe est celui de la séparation des pouvoirs. Montesquieu nous le disait dans De l'esprit des lois, ce principe préconise la séparation entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. En effet, tout cela dans un même homme, dans une même personne, nous conduirait à un régime plus ou moins autoritaire qui aurait de nombreuses dérives. En effet, Montesquieu nous disait que pour ne pas abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et avec votre motion, l'État français n'aura plus de garde-fou. Véritablement, le pouvoir monarchique sera omnipotent et c'est le peuple français entier que vous allez mettre en danger. Un Hamlet aurait alors toute l'attitude pour user de ses malades volontés, en faire une réalité. Il n'y aurait pas de contrôle, il n'y aurait pas de principe de responsabilité, comme vous l'avez évoqué, Monsieur Langlade, par rapport au peuple, par rapport au Parlement. C'est cela la force de notre République, c'est d'évoluer ensemble. C'est d'évoluer, malgré nos opinions divergentes, vers un même but. Je ne prendrai pas tout de suite votre question. C'est aussi ça, l'incurable tard du projet monarchique. C'est cette incapacité à évoluer ensemble. Je vois que vous me dissez, mais je vous écoute, ton impatience, ça me fait plaisir. Vu la mainmise de l'exécutif sur le législatif aujourd'hui, de quelle séparation de pouvoir parlez-vous, monsieur? Alors, monsieur Delamore... Alors, monsieur Delamore, j'aimerais vous renvoyer à vos chères études de droit et vous rappeler la question du fait majoritaire et du fonctionnement donc, de notre République. Merci. Bon, on est bien. La confusion des pouvoirs qu'implique votre motion porte en elle les germes des dérives néfastes de la monarchie. La figure de l'arbitraire royal parsème notre histoire de manière bien sombre. En effet, Louis XIV, qui était véritablement mis sur un piédestal par Assas, Machallah, comme on dit, est historiquement connu pour ses dénis de justice, pour ses massacres de nombreuses populations, mais également pour l'emprisonnement de certains opposants politiques. Est-ce là le futur que nous voulons pour ce pays? C'est la question que j'aimerais poser à cette assemblée ce soir. Est-ce un futur marqué du fer rouge, de l'aliénation, de l'injustice et de l'inégalité? Ce n'est pas à l'opposition ce que nous voulons pour faire tenir notre pays. Ma voix est grave, mon ton est sûrement lourd. Je n'annonce pas le décès de quelqu'un, j'annonce la mort de quelque chose. Et si votre motion était votée, nous aurions droit à un quotidien fait d'opacité, fait d'arbitraire, fait... C'était un applaudissement, non? D'accord, vous avez le temps. Fait de favoritisme et de copinage. Cela serait la fin d'un État où la liberté d'opinion est une évidence, la liberté de culte est devenue banale, et la liberté collective construit nos sociétés. En effet, le pouvoir monarchique mettrait fin à tout cela, détruirait ce que l'on a mis tant de temps à construire. Oui, ça a nécessité du temps, oui, il en a fallu, mais c'est pour ça que nous sommes tous dans cette salle, et c'est pour ça que nous avons la chance de pouvoir évoluer ensemble. Aujourd'hui, vous le savez sûrement, sort en France le nouvel épisode de Game of Thrones. Je vous remercie tous d'ailleurs d'être là plutôt que d'être allés le regarder, mais j'aimerais que vous imaginiez un pays où la toute-puissance de Geoffrey Baratheon serait la norme, où un roi fou pourrait brûler n'importe qui. J'en viens à la conclusion, merci. Où Ned Stark serait Alain Juppé enfermé au cachot. Alors, c'est cocasse, mais en tout cas, ce n'est pas la vision du monde que nous avons. Alors, ainsi, en ne votant pas cette motion, vous pouvez être sûr d'une chose. Voltaire nous disait, en vous couchant, vous ne serez pas enlevé des bras de votre femme,
Mais vous serez jugé par un seul et unique pouvoir, celui de la loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le député, pour ce rappel douloureux quant à l'épisode de Game of Thrones. Je rappelle au secrétaire du gouvernement, monsieur le ministre Georges Lain. Monsieur le Président, Monseigneur Lett, Madame, Messieurs, voilà presque une heure que la démocratie jacasse, gesticule, une heure que des sorbonnards libertaires vous encensent d'une pseudo-liberté qu'ils exercent à main levée entre les potagers bio de la place de la République. Vous êtes venus en nombre voir ce triste spectacle, où des représentants gesticulent autour de bons mots sans saveur, à la manière du cadavre nerveux qui gigote post-mortem. Car la démocratie est morte. Elle est morte, son lourd échec l'a tuée. Je ne me résigne pas, pour autant. Nos places, monsieur Luneau, nous allons les laisser au Roy, au grand Roy, le Roy français. Et je souhaite avant tout, avant d'introduire mon roi, remercier monsieur Rochas, qui a profité de ce moment pour exaucer son vœu le plus cher, devenir professeur de droit, lui qui n'est même pas juriste. Restez donc aux blagues sur la télévision. Vous êtes le pouvoir, vous, élus. Nous allons vous arrêter, nous allons respecter Montesquieu, vous bouter hors de ce royaume, parce que deux points vous ont totalement échappé, ou peut-être était-ce volontaire. Le premier, c'est le besoin royal, le vrai besoin d'un roi. Et le second, c'est sa légitimité dans l'exercice de son pouvoir. Ça va être très simple, prenez note. Nous faisons face à un constat effrayant. Alors, monsieur Luneau ne prend pas ma question, je vais lui répondre tout de suite. Des institutions stables, oui, notre administration, si stable que l'on n'en fait plus rien. Une vie politique oisive, faite de petites phrases, de bons mots, de querelles de salon, de guerres de réélection, l'intérêt général sans doute. Et tout cela pour une chute française. Alors, ça n'est pas du déclinisme, hein, ça n'est pas être pessimiste, c'est une prise de conscience que vous n'avez pas encore eue, vous nous rejoindrez dans la lutte. Nous vous proposons une vraie gouvernance. Pas de cadeaux, pas d'offrandes au saint électeur, la marchandise la plus précieuse du marché politique. C'est fini. Place au roi légitime. Parce que le peuple est toujours souverain, monsieur Rochas, ne vous inquiétez pas, face à l'oppression. Un monarque sélectionné sur concours pour ses compétences, évidemment. Un monarque qui mérite. Et je vous rappellerai d'ailleurs que non, nous n'allons pas confier toutes les prérogatives de ce pays à un seul homme. Gouverner, c'est savoir s'entourer. Et je ne doute pas qu'un monarque compétent recruté pour ses compétences saura s'entourer. Ce sera sans doute d'ailleurs sa première mission, comme tout gouvernement, sauf que lui aura les moyens de gouverner. Alors, soyez sûr qu'au moindre abus, monsieur Rochat, je serai là. Soyez sûr, vous serez là. Nous vous proposons un monarque efficace. Nous vous proposons de couper sa tête s'il abuse de ses pouvoirs. Il ne le fera pas, l'homme est bon, surtout notre monarque, il est très bon. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, ça n'est pas ces costumes vides. C'est une monarchie opérationnelle, un gouvernement commando, quelque chose de solide, pas des babes tout fragiles sorbonnards. Nous faisons face à un jeu politique crasse, aux enjeux surannés. Nous avons fait le choix d'une action sans demi-mesure. Elle est coûteuse. Elle nous coûtera nos postes, nous vous l'avons dit. Peut-être qu'elle coûtera leur vie s'ils en abusent. Bon, c'est le jeu politique, hein. Mais notre mission est simple. Briser la conjuration des imbéciles qui vous font face ce soir. Redonner le pouvoir aux méritants, aux savants, aux érudits, des érudits qui agissent, loin des combats électoraux. Mes chers amis, nous sommes sur cette péniche, après la crue, les pantins articulés tanguent, nous tenons, mais il est temps. Il est temps de transformer le Rafio République en une frégate France. Bravo! Il est temps de laisser tomber les petites querelles pour savoir qui sera député du Vercors
de la Lozère, il n'est pas là ce soir, mais il se reconnaîtra. Laissez tomber toutes ces petites choses, toutes ces petites guerres, et arrêtez surtout de mentir au peuple. Le vrai intérêt général nécessite une concession. Il nécessite de déléguer au roi des pouvoirs qui lui permettent d'agir, et non pas d'élire des personnes qui se contentent de vous rappeler que vous décidez, alors que finalement, à part voter une fois tous les 5 ans, vous n'avez pas grand-chose à dire. Je vais conclure, très simplement, Monsieur Maillot, choisissez l'avenir. Prenez le pouvoir, choisissez la monarchie. Merci, monsieur Georgelin. J'appelle maintenant le secrétaire général de l'opposition, monsieur Perrault. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du jury, Monsieur le Comte, Duc, Marquis, citoyens, citoyennes, en ce jour, le gouvernement a déposé une motion de défiance, en réalité, une motion de censure, contre vous, contre la République, contre la démocratie. Vous serez là, monsieur, vous l'avez dit, si le roi devient vicieux, cruel, corrompu. Nous serons là, tous, mais en Bastille. Le gouvernement vous a dit de bien choisir. Ils ont raison, choisissez bien. Avec eux, vous ne choisirez qu'une fois. Vous avez critiqué, monsieur le Premier ministre, je crois, la facilité avec laquelle nous critiquons notre pays en démocratie, en république. Oui, je crois que la France est la plus grande des nations. Et c'est pourquoi je me fais un devoir de la critiquer sans cesse. Ce que ne permet pas de faire une monarchie absolue. Qui a construit les cathédrales? Vous posez la question. Qui a construit ces joyaux de notre patrimoine? Le peuple, les ouvriers, l'artisan. Je ne crois pas que Louis XIV ou Charlemagne avaient de très grands talents de charpentier, de menuisier. Ils vous parlent d'ordre. Ils ont oublié le 19e siècle. La moitié du pays armée contre l'autre, les monceaux de cadavres, les rivières de sang. Non, il y a une rupture trop irrémédiable, trop définitive. Nous ne reviendrons pas au temps où le monarque était absolu, où la nation s'incarnait dans un seul homme. Nous sommes la nation, et nous n'obéisserons qu'aux lois que nous sommes fixées. Et c'est notre grandeur. Merci, camarades. Citoyens patriotes. Toutes leurs postulats reposent sur cet optimisme presque ravi, monsieur. Cette frivolité très aristocratique. Le pain et les jeux. Oui, mais si le roi était bon, s'il était juste. Mais quand bien même, monsieur, les réputations courtisanes ne nous sied pas. Nous en avons fini de ce paternalisme. Nous n'avons qu'une seule mère en politique, et c'est la France. Il n'y a que devant elle que nous nous prosternerons. Monsieur. Monsieur le député, l'ombre d'une révolution n'est pas un contre-pouvoir suffisant. L'ombre d'une révolution n'est pas un contre-pouvoir suffisant. Non, monsieur. Non, monsieur. Car une révolution ouvrirait encore la voie au désordre. Toute votre argumentation repose sur l'idée que le roi est l'ordre et la stabilité et l'éternité de la nation. Comment vous contredisez-vous si facilement d'un à l'autre? Oubliez ces bons mots dont ces aristocrates sont si friands et rejoignez la ferveur de notre chef du gouvernement, M. Moussa. C'est un lien sacré qui unit chacun de nous à travers des règles communes. Le pouvoir nous appartient en tant que peuple et nous sommes seuls maîtres de nos destinées, oui dans la bonne fortune et aussi dans l'adversité, parce que nous l'avons choisi. La supériorité manifeste de la République, de la démocratie, réside dans la confrontation, l'entremêlement des idées. C'est une source fécondante, séminale d'un débat démocratique. Oui, la diversité est fécondité. Alors qu'un mauvais roi, c'est comme un vieux tatouage. Il vous colle à la peau jusqu'à la fin de vos jours. L'alternance est la respiration naturelle de notre démocratie. C'est l'hygiène.
pas la révolution et pas l'assassinat. Nous ne voulons pas être soumis aux caprices du souverain. Nous ne voulons pas être des pantins désarticulés, des costumes, sorbonneurs ou assassins. Peu importe, nous sommes français, nous sommes démocrates et nous sommes républicains. La nation, c'est vous tous. La nation est trop grande pour être contenue, pour être résumée dans un seul homme. Alors lève-toi, peuple souverain. Lève-toi. Avant qu'il t'en empêche, lève-toi parce que tu le peux encore. Et combat avec tes défenseurs. Lève-toi et envoie la royauté aux oubliettes. Mesdames et messieurs, le débat est maintenant clos. Place aux délibérations du jury. Vous aurez durant ces délibérations 2 intervenants qui vont vous faire une révolte à leur façon. Madame Lorraine Anna et Monsieur Pierre-Henri Berthe. Ce n'est que maintenant que je vais pouvoir exprimer ma logorée, vomir sur le peuple, sur le genre humain tout entier. Car oui, j'ai des choses à dire, des choses désagréables, je suis toujours en colère. En colère d'abord contre les débatteurs ce soir, qui nous ont offert une petite confrontation entre la République, qui crève à n'en plus finir aujourd'hui, et la monarchie, qui elle est bien morte depuis longtemps. Oui, je suis en colère qu'on défende encore le bilan pathétique de la République. La troisième d'abord, qui a été minable, instable, qui n'a eu de cesse de renverser les gouvernements et de mener la France à sa perte jusqu'à ce qu'on perde l'Alsace-Lorraine. La quatrième République, qui a tenu assez longtemps pour voir l'inénarrable Monsieur Coty, dont chacun se rappelle. Et la cinquième qui nous offre enfin Sarkozy et Hollande, je ne parle pas de Chirac et de Balladur. La Révolution, donc, qui nous aura offert un peuple, un pays qui se dirige lui-même, une plèbe à qui l'on offre la possibilité de légiférer, vous entendez? On permet à chacun d'entre vous ici, du
diplômés ou pas, blanc, bleur, noir, tout est n'importe quoi, même les femmes, de voter, de diriger, on court à la perte, c'est évident. D'ailleurs, je vois une corrélation entre la progression des droits civiques et la décadence de notre société. Et encore aujourd'hui, on nous parle de l'école de la République, qui éduque ces petites brebis, l'école de la République. Ah, elle est fameuse, hein. Elle fait des hommes qui s'émeuvent quand la scène prend quelques mètres et qui ne savent jamais cesser de se battre contre une loi dont ils ignorent même le texte. Mais il nous faudrait la royauté, les rois, les précieux qui s'entourent de leurs mignons, qui gèrent leurs mouches, leurs moustaches et leurs bas, plutôt que de s'intéresser aux affaires de l'État. Non, c'est trop peu, c'est pas assez, on l'a vu. Les rois ne sont bons qu'à se faire décapiter, confier un peuple entier à un homme tout seul, parce qu'il est né, c'est pas assez. Non, moi je suis la voix médiane, la voix de la parabole, le Messie qui vous est promis. Moi j'appelle à l'État Léviathan, la dictature, la tyrannie, que l'homme le plus brillant, le plus fort, le plus éloquent dirige vous là tous. Les moutons qui écoutaient, qui souriaient, qui raillaient, mais qui n'applaudissaient pas ce soir, j'ai remarqué. Voilà ce que j'avais à dire, mais mon ami, comment elle s'appelle, Autin, Clémentine, son prénom n'était pas là, c'est dommage, j'ai tant de choses à dire, car le genre humain va mal, le genre humain est une erreur, le genre humain est une plaie. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, on parle de politique, mais qu'est-ce sinon la gestion de l'État par des individus, des hommes? C'est une question d'humanité, et l'humanité est navrante. Bien qu'éduqué, l'homme reste toujours un être libidineux, intrinsèquement mauvais. On l'a vu, il n'est bon qu'à s'entretuer et à pleurnicher. Et si l'homme est mauvais, c'est d'abord parce qu'à 50% ce sont des femmes, et à 50% parce que ce sont des machos. Et c'est ce genre de société qu'il nous faut raisonner, envisager, construire, alors qu'à la fin, nous ne sommes que poussière et nous ne méritons que d'y revenir. Merci. Je dois vous confier quelque chose. Je n'avais jamais vu cet homme auparavant. J'ose espérer qu'il a bu. Revenons à la raison, je vous en prie. Un discours vidé de sa substance, c'est celui qui ne propose aucune solution. C'est celui qui émet un constat, personnel parfois, mais ne nous éclaire en rien sur la démarche à suivre pour sortir de ce constat. Notre solution aujourd'hui, c'est doit être l'espoir et non l'alcool. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je dois m'efforcer de rétablir les exigences fondamentales de la nature humaine, de nos libertés individuelles, notre partage, notre bonté, notre amour, enfin qu'importe, comme disait Jeanne d'Arc, en grimpant au bûcher, l'essentiel, c'est d'être cru. Alors je dois m'efforcer de rétablir les exigences fondamentales de la nature humaine, de nos libertés individuelles, notre partage. Ma constatation est sans fausse note. Tout homme est bon. Derrière chaque monstre se cache un homme. Par là même, le mot homme connant en vous du bien. Vous vous dites qu'à défaut d'être monstre, être homme, c'est moins pire. Mais quand la solitude pèse, l'indifférence n'est plus à craindre. On s'en accoutume, sans se plaindre. Mais quelque chose me turlupine. On vient de discourir devant vous contre le genre humain. Oui, un humain s'est rendu devant vous pour critiquer le genre humain. Deux solutions s'offrent à nous, cher public. Ou cet homme est le seul être bon, puisqu'il est seul à s'être rendu compte que potentiellement cette soi-disant réalité de l'homme mauvais par nature, ou alors c'est parce qu'il est mauvais qu'il essaie de nous faire croire que tout homme l'est aussi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans les deux cas, nous trouvons un homme qui est bon. Alors l'esprit des hommes est parfois
empoisonnés par l'envie, la haine, la misère et le sang. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, l'intelligence nous a rendus inhumains. Nous pensons trop et ne ressentons pas assez. Peut-être sommes-nous mécanisés et manquons d'humanité, de tendresse et de gentillesse. Je vous accorde au moins une chose, c'est que si l'homme est merveilleux, les hommes sont pitoyables. L'homme sans société n'est rien, le choix est alors extrêmement restreint. Si l'homme est un loup pour l'homme, alors nous sommes contraints de s'adapter aux règles du jeu. L'homme bâtit ses erreurs et son expérience les corrige. Il les corrige ou il les bâtit. Oui, cher public, si le français se moque de l'étranger, c'est parce que son expérience le lui a dicté. Il est fait de culture, d'esprit, de langage, de conscience. Les hommes se cherchent, se dépassent, se regardent, s'envient et recommencent. Mesdames, messieurs, notre monde est un théâtre, et vous en avez eu l'illustration. Chacun y joue son rôle, chacun essaye de faire au mieux, mais la pièce est terriblement mal distribuée. En tout état de cause, c'est ce qui définit l'être humain, vulnérable en société, mais étonnamment innocent, seul. L'enfant est innocent, puis il grandit, il joue, finalement laisse son être profond disparaître dans son paraître. Bon nombre de personnes vous font croire en leur puissance, mais il suffit de se retrouver seul avec elles pour constater qu'il n'en est rien. Oui, ce garçon se vante, mais retrouvons-nous au lit avec lui et il n'est que mensonge. Alors en réalité, ce sont ces défauts, cette vulnérabilité qui rendent l'humanité et le genre humain bon et indispensable. Alors nous nous efforçons de vous divertir, pour vous créer le meilleur régime contre le poids de votre existence. Mais vous êtes bons. Demandez d'attendre encore quelques instants, le jury a bientôt fini de délibérer et arrive. Mesdames et messieurs, le jury a bientôt fini de délibérer. Je requiers donc encore 2 minutes de votre précieux temps. Et croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Dans 2 minutes.
tous et bonjour à toutes. Bonjour à tous et bonjour à tous. Nous tenions tout d'abord à vous remercier pour votre présence à tous ce soir lors de notre dernier événement pour clôturer l'édition 2016. Nous avons passé une année formidable avec vous, mais également avec des jurys plus géniaux que les uns que les autres, mais surtout des débatteurs qui n'ont cessé de nous épater toute l'année. L'éloquence est prise d'assaut par la jeunesse et nous nous en félicitons. Si j'ai la voix enrouée et voilée ce soir, et les jambes un peu tremblantes, c'est que mon année en tant que président de la FFDE se conclut. Cette année elle fut formidable pour moi, le jeune minot, et que je suis toujours malheureusement, qui a grandi. J'ai pu rencontrer des personnes formidables, elles se reconnaîtront, avec qui j'ai lié des amitiés qui dureront, je l'espère. J'ai pu découvrir, à défaut et surtout au détriment de mes études, ce qu'étaient des nuits blanches à travailler, avec cette fédération, une fédération que j'ai pu construire et qui m'a également construite, une fédération qui m'a fait tout vivre, surtout des larmes et des pleurs, mais beaucoup de joie. Mais je ne vais pas tomber dans le mélodrame que je fais déjà et continuer à voler la lumière aux vrais stars qui sont présentes ici ce soir. Je tiens tout d'abord à remercier mon bureau qui m'a épaulé toute cette année. Mais surtout, je vais vous annoncer que samedi dernier, nous avons fait une élection et un nouveau président a été élu. En l'occurrence, une présidente qui est à mes côtés. Et cette personne fut ma vice-présidente durant des mois. Elle m'a épaulé, elle m'a aidé, elle m'a réconforté à de nombreuses fois. Et c'est désormais son tour, comprenne qui pourra, et c'est désormais son tour pour reprendre le flambeau. Mais avant d'être la vice-présidente et surtout ma successeuse, c'est Wikipédia qui le dit, elle est avant tout mon amie. Alors Pauline, je te souhaite toute la réussite du monde et je t'aime énormément. Je suis plus que ravie de prendre le rôle qui est désormais le mien. Plusieurs raisons. La première est que j'ai à mes côtés un bureau exceptionnel. J'ai deux vice-présidents, à la personne de Alexandre Canoyan, présent juste ici, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Tristan Rochasse, vice-président. Madame Marion Tapi, ma trésorière, qui est au fond de la salle. Et mon secrétaire général, monsieur Paul-Henri Devez. Nous avons pour la fédération de merveilleuses ambitions, mais aussi la volonté de perpétuer le travail herculéen qui a été accompli cette année. La dernière raison est que je succède à un homme que j'estime plus que tout et qui a le mérite fou de faire ce qu'il a fait à la fédération. S'il aime à dire qu'il ne serait peut-être pas encore ici sans moi, je peux vous assurer que je ne serais pas ici sans lui, sans toi. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour l'homme qu'il a accompli, Charles Prestel. Je ne veux retenir ni mon émotion, ni vous avec nos discours larmoyants. Donc je laisse place au jury qui va vous faire part de ses délibérations. Bonsoir tout le monde. Alors je vais faire vite parce qu'on vient de me dire qu'il y avait le match qui commençait dans 10 minutes. On va se dépêcher. Et parce qu'après il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour prendre la suite et faire des bonnes vannes. Bon alors ce soir c'était comme d'habitude pour tous les matchs Sorbonne contre Assas. C'était un choc fulgurant entre d'un côté le fond, c'est-à-dire la Sorbonne, et de l'autre la forme, c'est-à-dire Assas. Ça se matérialise assez bien avec les équipes. On a les clowns d'Assas avec leur mine réjouie, leur petite cravate et leurs petits costumes sur mesure. Et de l'autre côté les professeurs de la Sorbonne qui sont là un peu avachis, habitués à ces grandes... Bon, mais c'était pas mal. Je vais pas faire tout le monde parce qu'on n'aura pas le temps. Du côté des professeurs, on avait Salah qui se baladait au bord de sa falaise. Il y a des moments où on se demandait s'il n'allait pas tomber parce qu'il était un peu à côté de ses ponts. Ensuite Étienne qui parlait de façon très saccadée. On a toujours eu un professeur comme ça en amphi, donc c'était difficile de comprendre ce qu'il disait parce qu'il parlait très vite. Ensuite, du côté d'Assas, on a eu des grandes références qui ont été sorties par Tanguy sur Jean-Jacques Goldman. Voilà toute la culture. Tanguy, c'était franchement bien ce que tu as fait.
Et il y a un moment où tu t'es complètement plombé, c'est quand t'as posé une question, que tu t'es levé, que t'as fait « Ah monsieur le roi, là, et alors personne n'a rien compris, le gars a répondu en face « Ben t'es quoi, t'es nul ». Et là c'était dommage parce que t'étais bien parti. Ensuite on a eu Tristan, qui était quand même assez bon, qui nous a sorti ses références, le malade imaginaire, le jardinier, Voltaire. Ah ça c'était complètement largué, je sais pas si vous avez vu à ce moment-là, les mecs se demandaient c'est qui Voltaire. Non, vraiment, ensuite il a commencé à parler du fait majoritaire, là pareil, on sent qu'ils ont rien pigé au fait majoritaire. Moi j'ai vu Esteban sortir un code civil de son sac à regarder à l'index, il n'y avait pas fait majoritaire, il était perdu. Enfin bref, c'était vraiment bien aussi. Ensuite, de l'autre côté, il y a Yann Willem qui s'est levé. Yann Willem, c'est un type formidable parce qu'à chaque fois qu'il parle, on a l'impression qu'il est perdu. Je sais pas si vous remarquez. Il arrive sur son pupitre, et là, le gars, il avait une copie double d'écolier avec des carreaux. Je sais pas si vous avez vu ça, il y a une personne qui a ça, il était là comme ça, et puis il cherchait ses papiers, ses machins, ses trucs. Bon, finalement, il a débité des trucs bien, c'était quand même pas mal. À la fin, il a fait genre l'homme de gauche. Il faut laisser du temps au temps. Et puis il s'est énervé juste quand on lui a coupé la parole parce qu'il voulait continuer à parler. Enfin, on a eu Esteban. Alors très bien, le Monseigneur Ley, alors votre Majesté, votre Altesse Ley. Très bien que ça soit présent dans la salle de faire ça. Quoi t'étais, hein, les Sorbonnards libertaires, les papes tout fragiles Sorbonnards, le bon discours d'Assas, bien de droite, n'est-ce pas, tu marquais l'identité d'Assas. Et puis il y a un moment où j'imaginais, quand tu as parlé de la place de la République, je sais pas si vous avez vu dans les photos qu'ils ont fait avant le choc sur la promo, il y avait la photo des CRS qui rentraient en amphi N à Tolbiac en défonçant les portes. Ils avaient mis le logo d'Assas sur les boucliers des CRS. J'imaginais là tous en tenue de CRS en train de matraquer les gars à la Sorbonne. Vraiment pas mal. Puis à la fin, alors ça c'est les avocats d'Assas quoi. Les gars, ils sont géniaux, c'est-à-dire qu'ils te disent un truc et son contraire ensuite. Là c'était prenez le pouvoir du peuple et compagnie alors qu'ils venaient te vendre la monarchie absolue pendant 10 minutes. Enfin n'importe quoi, vraiment tout et son contraire à n'importe quoi. Et ensuite on a eu Jordan, alors là l'exact opposé, le mec il arrive, il rigole pas, c'était Robespierre. Puis c'était tellement, il disait des trucs, c'était super hein, mais c'était pas drôle du tout. Et du coup personne rigolait, alors à la fin il s'est senti, il était obligé de se lever pour faire applaudir tout le monde. C'était très bien, mais c'était pas drôle, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on a compris qu'avec toi, c'était pas la monarchie, mais qu'on pouvait quand même se faire couper la tête en place de grève. Enfin voilà, vraiment, merci pour cette soirée, merci pour ce moment, c'était super. Merci, n'applaudissez pas déjà. Eh bien, je remercie d'avoir été invité malgré le fait que visiblement je gonfle tout le monde. Une organisation extraordinaire avec une espèce de malade qui tape dans les mains. Moi, je n'ai rien compris, j'étais là au milieu. Avec un air méchant, les types se posaient des questions. Même l'orateur, t'en parles. Là, ce type, c'est vraiment étrange. Une organisation très bien faite, des femmes qui viennent voir des hommes parler du droit de vote des femmes comme unique avancée de la République avec une espèce de globi-boulga sur la République, la nation, la démocratie. Qu'est-ce que ça vaut? La République ne s'oppose pas forcément à la monarchie peut être républicaine, enfin donc du coup c'est un petit peu problématique d'un point de vue, n'est-ce pas, pour parler de chacun, parce qu'il faut un petit peu de ça, parce que c'est un petit peu leur jour, si ce n'est le mien, à commencer par Ismaël, qui est quand même le nom du diable, je pense, et qui, je lui ai demandé s'il était belge, parce que moi, c'est vrai qu'à force d'entendre n'est-ce pas, alors d'accord, au début je me disais, est-ce que c'est Jean-Marie Le Pen? Non, puisqu'il fait le ramadan. Pourquoi pas, en fait, pourquoi qu'il fait le ramadan? Et en entendant n'est-ce pas, il disait n'est-ce pas la France, machin, etc. Je me suis dit, c'est chez ces gens-là, monsieur. Comme ça, je parlais un petit peu à la Jacques Brel. Je dis, c'est bien la première fois que je vois un musulman belge. Transition avec Salah, on est bon, on est plein dedans. Salah, en tout cas, faut y penser à celle-là, mais elle est pas mal. Alors Salah, bravo. Avec une interrogation qui était pas du tout un paradoxe. Est-ce que vous avez déjà vu le roi apporter le bonheur à tous? Sans déconner. Ce qui effectivement est le cas d'aucun, je crois, absolument aucune autre forme politique. Il nous a jamais apporté le bonheur à tous, sauf
effectivement, alors une partie du communisme, pas tout le communisme, mais le communisme stalinien, effectivement rendu obligatoire le bonheur pour tous. Tous le bonheur pendant un certain nombre d'années. Ensuite ça va, ils ont décidé d'abandonner le bonheur. Tanguy, ensuite Tanguy, j'ai mis ah oui, le sursaut français, c'est un beau facho là. Ensuite, sans transition aussi, ce garçon que j'ai appelé Le Blond, parce que je ne sais pas comment tu t'appelles. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on nous a donné les prénoms et après on nous a annoncé les noms de famille. Donc nous on était un peu largués à la jury. Comment qui s'appelle ce gars? Je sais pas. Donc Le Blond. C'est quel ton prénom? Étienne, du coup, je me sens coupable, mais je vais quand même le défoncer. Alors, ce que je trouvais très intéressant, c'est que tu dis qu'on est ici dans une démocratie avec 50 millions de souverains, sachant qu'on est 62 millions. Donc j'aimerais savoir quels sont les 12 millions, est-ce que ce sont les immigrés, quels sont les 12 millions, on n'a rien à branler, quoi. C'est le peuple. Souveraineté qui s'exerce sur les 12 autres millions, quoi. Ferme ta gueule, toi. Et j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, tu as aussitôt appliqué ça à la manière dont on te pose des questions, et un type se lève, je prendrai pas votre question. Il n'a même pas eu le temps de dire une demi-seconde de quoi que ce soit au gars, c'était vraiment le délit de sale gueule. Yann, c'est ça tu vois comme j'ai bien suivi. Yann qui nous a dit ah oui, un bon roi nous emmène dans le futur. Ça fait bizarre, c'est pas une image quelque part de nous emmener dans le futur. Bon, bref, un petit côté un peu... Un manque de préparation, beaucoup de... un petit peu comme, tu vois, moi ce que j'ai à dire sur toi, c'est-à-dire qu'en fait, ça partait dans tous les sens, on comprenait que dalle. Sauf que t'as dit que Jospin était l'homme du doute, ce que je trouvais... je sais pas. J'ai encadré Jospin, homme du doute. Peut-être. Tristan, juste une correction, Tristan. Tu as dit à un moment ma voix est grave. Non. Il t'en reste l'été, mais ta voix n'est vraiment pas grave. Esteban, avec un joli prénom, je me suis dit, il va nous expliquer comment la mort de... parce qu'en plus, en faveur du royalisme et tout ça, donc c'est charmant. Bon. Je me suis dit, nous expliquer comment la mort de Clément Méric est une étape lumineuse vers un avenir radieux. Hein. Esteban, donc tu sais qui c'est le... Pour l'instant, tu as raison, il est encore présumé innocent. Effectivement, tu étais dans la présentation, pour la ménagère du roi. Alors nous vous présentons un roi en bonne santé, avec une pochette blanche sur le côté, une chef d'état-major avec une petite voix. C'était vraiment très intéressant. Jordan qui a dit qui construit les cathédrales? Le peuple. Non, c'est la foi. Effectivement, c'est beau, les femmes. Vraiment numéro. Et tu as dit la diversité et fécondité, ce qui est effectivement la doxa contemporaine, mais qui n'est pas forcément juste. Hein. La diversité, en tout cas, naturellement, c'est plutôt l'inverse. La diversité crée une absence de fécondité. Et si tu mets un âne avec un cheval, ça marche. Bon, ça dépend en fait de ce que tu fais. Et effectivement, ça dépend. Alors, en conclusion, j'ai noté, je suis obligé de dire que c'est merveilleux pour être réinvité. C'est merveilleux. Non, c'était vraiment extraordinaire. Là, je fais de la pure improvisation, mais vraiment, ça vient du fond du cœur. J'ai passé un moment extraordinaire avec vous. Bon, effectivement, on est obligé de donner un résultat. On est obligé de dire les uns sont meilleurs que les autres. Je sais que pour arriver ici, vous avez ciré énormément de pompes, donc ça a été un énorme travail, et donc je voulais vous remercier, et puis j'aurai l'occasion de revenir, je crois, car je serai réinvité, mais on me dit que oui, si je paye le montant qu'il faut. Alors j'ai prévu un petit mot pour chacun, et je commencerai par vous, Ismaël. Ah, Ismaël, vous m'avez beaucoup fait rire. Vous m'avez beaucoup fait rire en évoquant ce souvenir d'enfance de votre père devant la caisse des allocations familiales. C'est sans doute ce qui vous aura empêché de vous présenter devant nous en costume, mais plutôt en jean. Vous avez également dressé le modèle d'une monarchie construite sur une bureaucratie. Et franchement, je me suis dit, il a bossé mon CV. Il a bossé mon CV parce que j'ai l'immense chance de former des énarques, monsieur. Et quand vous m'avez dit, oui, on va tous choisir un roi qui sera hyper compétent grâce
a une structure adaptée. Je me suis dit, quand il va arriver à l'ENA, celui-là, il va être sacrément déçu. Le deuxième intervenant, Salah, ça a mal commencé. Parce que vous vouliez nous dérober une règle, et non pas déroger à la règle. Ensuite, vous faisiez un pas de trop, sans doute le trépas d'un argumentaire qui ne faisait que révéler à la fois votre ignorance du droit comparé, une faiblesse structurelle. Bref, j'ai apprécié votre entrée en matière. Tanguy. Ah, Tanguy. Je vous ai trouvé, pour reprendre la phrase de Marivaux, plaisant. Plaisant parce que vous avez commencé par une phrase de Martin Luther King. J'ai fait un rêve. Alors le seul point commun dans votre argumentaire avec Martin Luther King, c'est King. Plutôt Burger King. Car je l'avoue, c'était plutôt des salades. Et encore, elles n'étaient pas tout à fait fraîches. À un moment donné, je me suis dit qu'il fallait vous lancer des tomates, mais je me suis dit que si je décomposais le burger, ça risquait de ne plus être tout à fait savoureux. Alors nous arrivions ensuite à vous, Étienne. Alors je suis désolé, nous ne sommes pas synchronisés. Et j'avais prévu de vous comparer au Golden Boy, à cause de votre couleur de cheveux, car moi-même j'avais quelques problèmes sur votre nom. Et puis finalement, vous me faites plutôt penser à cet acteur dont le nom ne me revient pas, dans ce film Le Loup de Wall Street. En effet, sur la fin, on avait vraiment l'impression que, comme cet acteur, vous aviez abusé de substances que la morale réprouve. Et qu'en tant que professeur de droit, je ne me permettrai pas de citer, nous avons un pénaliste présent, même plusieurs. Ça va, je me l'avocat juste à côté. Alors, Yann. Ah, Yann. Moi, vous m'avez fait penser à un salon de coiffure. Salon de coiffure parce que nous avons eu le droit au balayage, au rasage. Alors, je ne sais pas si cela avait un lien avec le fait que votre successeur était Tristan et qu'il n'est toujours pas rasé, ou le fait que c'était Esteban qui ensuite dans votre équipe avait vocation à parler, mais lorsque vous nous avez dit que la France était malade, j'avoue m'être dit que c'était vous. C'était vous car vous aviez le nez à moitié bouché, c'était vous sans doute parce que votre diagnostic ou votre remède semblait bien pire que les problèmes que vous aviez évoqués. Alors Tristan, nous avons eu deux phases. La phase technocratique. La phase technocratique où vous nous avez cité Montesquieu, oubliant d'ailleurs de citer que c'est dans le livre 11 chapitre 6 qu'il faut trouver cette référence, et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque temps à passer encore sur les bancs de la fac. Et puis une deuxième phase qui était plutôt marquée par l'appel du devoir, où vous nous avez cité Game of Thrones. Je dirais que c'était un peu le Call of Duty, mais version Black Ops. Alors si je me tourne vers vous, Esteban, lorsque je vous ai vu vous lever avec vos chaussettes absolument parves, qui n'ont pas été sans me faire penser à la couleur de l'exorcisme, je me suis dit, il va nous faire un argumentaire auquel nous allons adhérer. Alors j'ai cherché, j'ai écouté, et comme vous, chers collègues, j'ai trouvé que nous étions dans le téléachat. Téléachat pour trouver un président. Et puis, à un moment donné, mais seuls pourront rire ici ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire canonique, cette référence aux France, au bateau, je me suis dit, après Jean-Jacques Goldman, nous voilà sur Michel Sardou. Alors, nous avons terminé avec vous, Jordan. Ah, vous, Jordan. J'étais heureux de vous entendre, je ne trouvais rien à dire, jusqu'à ce que j'ai compris au final que vous aviez des problèmes sexuels et que vous souhaitiez nous en parler. Je vous en remercie. Alors vraiment, je souhaitais plus simplement vous remercier comme tout le monde pour... J'ai essayé de faire un débriefing pour chacun et sans doute que je devrais faire un tutoriel sur comment faire une présentation. Alors, écoutez, moi je ne vais pas faire de débriefing sur chacun, parce que je l'ai déjà tous un petit peu oublié, et par conséquent ça me paraît difficile, et puis ça a déjà été fait fort brillamment. Alors, disons que j'étais très intéressé, et en même temps un petit peu déçu de la manière dont vous avez pris le sujet presque trop sérieusement. Vous auriez pu, en ce qui concerne les Sorbonnards, remettre en cause peut-être la question, faut-il rétablir la monarchie absolue, encore faut-il qu'elle n'existe pas déjà. Et là, il y avait des choses à dire.
il y avait des choses à dire, les privilèges existent, alors je m'éloigne de Clémentine Autain, aujourd'hui ça s'appelle les droits acquis. Et par conséquent, le roi, le monarque est connu pour mettre la France à genoux. Aujourd'hui, il y en a un qui met la France à genoux, il a une grosse moustache, chacun peut le reconnaître, et la question pourrait se poser de savoir s'il faut lui couper la tête, ou couper la moustache. Disons que voilà, ça pouvait faire partie des choses un peu rigolotes, dès lors que vous ne preniez pas le sujet trop au sérieux, parce qu'à le prendre trop sérieusement, finalement, vous défendez une évidence, et vous nous servez Montesquieu, l'alternance, etc. Oui, c'est formidable, mais effectivement, on vous l'a dit, ça fait rire personne. Alors, quant à Assas, ils ont défendu, ils avaient le mauvais rôle en quelque sorte, mais d'une certaine façon, vous en êtes bien sortis. Mais on aurait pu quand même s'attendre à, lorsqu'on juge des mérites respectifs de la monarchie d'un côté et de la République, ça ne se pose pas totalement, on l'a bien compris, en tout cas de la démocratie, c'est faire une comparaison. Et de ce point de vue-là, effectivement, la comparaison n'est pas à l'honneur, toujours, de la démocratie. Prenez que chacun imagine la représentation de Louis XIV d'un côté et la photo de François Hollande de l'autre. Et, si on est d'accord, c'est pas exactement la même chose qui ressort, le même sentiment qui s'imprime. Il manque quelque chose, et ce quelque chose, me semble-t-il, c'est la majesté. Voilà ce que la démocratie a, semble-t-il, perdu, et vous pouviez décliner ce thème sur pas mal de terrain. Vous l'avez fait un petit peu en parlant de la richesse culturelle, mais effectivement, aujourd'hui, on avait le Louvre, on a maintenant un plug anal sur la place de la Concorde, comme vous dites. On avait Madame de Montespan, on a Julie Gaillet, on avait lui, on a le rappeur Black M. Bon, effectivement, chemin faisant, on se dit que la monarchie avait peut-être du bon, même si, quand même, on pouvait tous s'accorder sur le fait que vous aviez le plus drôle, mais vous auriez pu le faire savoir de façon plus convaincante. Bien, voilà, j'en ai. Clémentine Autain, boum. Bravo. Bravo. J'ai découvert sûrement le futur grand talent de ce barreau, du barreau auquel vous arriverez dans quelques années. Mais à la vérité, je ne serais incapable à mon tour de faire un débriefing sur chacun de vous, parce que j'ai eu un peu le sentiment d'entendre 8 fois la même chose. C'est-à-dire quelque chose, alors est-ce peut-être trop de formatage dans cette association que d'obliger les candidats à parler tous de la même manière, avec une forme de timidité quand même dans les arguments, et une volonté de faire rire, mais pas toujours totalement assumée. Alors il faut choisir. Vous aviez un magnifique sujet. On est, et d'ailleurs par l'effet du hasard sans doute, au confluent sur le plan de l'histoire de ce pays, avec la place de la Concorde, qui était la place de la Révolution, le Palais Bourbon, le Louvre, le Palais de Justice. Cette question qu'on vous a posée, c'est la question de la France. C'est le choix entre des rois qui étaient aimés dans des pays où les gens étaient plutôt heureux, des rois dont on parle, qui ont donné d'immenses choses à la France, pas simplement sur le plan architectural, mais de grandes avancées, des bons rois, François Ier, Louis XIV, Charlemagne, Napoléon, enfin un roi, un empereur, mais... Et ce débat fondamental, est-ce que la démocratie que nous avons depuis
un peu plus d'un siècle, en tout cas de manière pérenne, est un meilleur système. Franchement, aujourd'hui, on peut dire qu'il y avait un vrai débat. Et je vous ai senti un petit peu... Alors, est-ce que c'est simplement un prétexte que ces sujets? C'est la question que je me suis posée. Ou est-ce que débattre et convaincre, ça ne consiste pas à se saisir de cette magnifique question pour dire le fond des choses? Les tyrannies. Les tyrannies. Oh, je vous attendais là-dessus. Vous avez parlé que l'alternance et des choses comme ça. Les tyrannies. Et en face, les bons rois. C'est vrai qu'il y a eu des bons rois. C'est vrai qu'il y a eu des bons rois. Je les ai notés. Pas être trop long, mais je les garderai peut-être pour une autre fois. Alors, moi, si j'ai une invitation à vous faire, vous qui allez être avocat, saisissez-vous des questions. Et pour convaincre ceux qui vous écoutent, allez au fond des choses. Posez les problèmes tels qu'ils se posent, et vous trouverez les moments d'humour. Au gré d'une phrase et tout. C'est pas l'objectif, l'humour. L'humour, ça permet d'être écouté, mais ce qui compte, c'est ce qu'on dit. Et franchement, sur ce sujet, j'aurais voulu mieux. Bon, cela étant, je termine. Je n'entends me fâcher avec personne ces prochaines semaines. Je vous ai donc beaucoup aimé. Dites autour de vous que je vous ai trouvé formidable, que je souhaite à mon tour être réinvité les prochaines semaines, surtout en si belle compagnie. Et continuer parce que ce que vous avez fait là, je suis très sérieux et très courageux. Alors d'abord, moi aussi, je voudrais vous remercier pour cette soirée, parce que je pense que ça va me faire la semaine. Je ne savais pas que les juristes pouvaient être si drôles. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, déconnant quoi, voilà. Alors, moi je suis historienne de formation et c'est vrai que pour le coup, en termes de culture historique, en revanche j'ai trouvé que c'était un peu léger ce soir et ça m'a fait bondir à plusieurs moments. Et déjà dès la question qui était assez drôle, parce que le sujet c'est ce gouvernement réinstaurerait la monarchie, la question suppose que nous serions déjà sortis d'un système monarchique, ce qui quand même ne va pas tout à fait de soi, et personne ici ne l'a soulevé. On vit quand même dans une monarchie certes républicaine, mais où on a une trace très profonde de ce qu'est ce système monarchique. Et donc d'une certaine manière, quand vous avez dit, je ne sais plus lequel, choisissez l'avenir, choisissez la monarchie, vraiment j'aurais aimé l'entendre ici, choisissez l'avenir, choisissez la République, et que dans ce qui a été défendu pour défendre un système républicain, moi je n'ai pas entendu parler du peuple, je n'ai pas entendu parler de ce qu'est la démocratie, le partage du pouvoir, la décision collective, mais quelque chose d'assez défensif et qui commence pour moi par la chose à l'envers, c'est-à-dire dès la première phrase d'une certaine manière, nous ne couperons pas de tête, qui est une version totalement défensive et anachronique sur le plan historique, au sens où s'il y a des têtes qui ont été coupées, c'est parce qu'il y avait des contre-révolutionnaires et qu'il y a eu la nécessité de faire avancer ces causes. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là, on essaie de le faire évidemment par le biais démocratique. Et je vois d'ailleurs que quand vous avez un prof de droit qui vous propose de couper la tête de Martinez, je comprends que les choses ne soient pas tout à fait claires dans votre esprit. Et donc je me suis dit, en vous écoutant, qu'en fait il y avait un problème politique en France aujourd'hui assez grave, parce que l'argumentaire sur la monarchie, au fond, elle dépeignait le système un peu tel qu'il existe, tel qu'il est défaillant, défendu à l'envers, mais je veux dire avec... Et de l'autre côté, je n'ai senti aucun souffle qui nous projette, c'est-à-dire pourquoi, c'est pas simplement qu'on veut défendre un acquis, c'est en quoi la République est un moteur qui nous permet d'avancer vers une société plus juste, plus égalitaire, qui permet le partage des pouvoirs, le partage des richesses, les droits, non pas les droits acquis, mais les droits conquis, et les droits conquis qui permettent d'améliorer nos vies. Et j'ai pas senti ce souffle en fait, et je pense que dans l'éloquence, c'était pas simplement le problème de l'humour, etc., mais qui était un problème dans l'argumentation, qui à mon avis n'était pas le bon biais, qui était un argumentaire défensif, et j'aurais attendu sans doute un argumentaire en fait offensif face à cette attaque qui est une attaque ouais, voilà, qui nous ramène en arrière. Bon, ceci dit, j'ai beaucoup aimé le passage des transgenres au hamster, j'espère que tout le monde l'a apprécié. J'ai trouvé
trouvé ça très drôle. Et c'est Tanguy, hein, c'est ça, voilà, qui m'a fait beaucoup rire, et notamment de réconcilier tout le monde, la France en marche, la France apaisée, la France insoumise. Là, je me dis vraiment chapeau. C'est que justement, la monarchie, elle vise à ça aussi, c'est annihiler la conflictualité sociale, politique, et moi je crois qu'on ne peut aimer la démocratie et la faire vivre que si on accepte d'avoir un voisin avec lequel on est en total désaccord, mais qu'on peut partager le jury. Alors pour ma part, si j'avais eu le choix, j'aurais remis le prix individuel de l'éloquence à Pauline, et je vous suggère un sujet pour l'année prochaine peut-être. L'éloquence est-elle un art masculin? L'éloquence, c'est un art féminin. Et c'est vrai que c'est assez ahurissant d'être ici et de voir, c'était très chouette, mais de voir un jury quasi intégralement, à l'exception de moi, masculin, et 8 candidats masculins et plein de filles dans la salle. Et je suis sûre que vous avez plein de trucs à dire, et donc je suis prête à revenir pour écouter les filles s'il y en a l'année prochaine. Je vous remercie. Comme je vais remettre la coupe, on m'a demandé d'être gentil, et de ne pas balancer trop de vacheries, ni à droite de la Sorbonne, ni à gauche, bien sûr. Pas de vacherie particulière, mais quelques regrets sur la formation qui est aussi mauvaise à Paris 1 qu'à Paris 2, en termes de droit public et d'histoire du droit. Je ne vous fais aucun compliment, ça vous a préparé des épreuves, vous n'avez pas eu le temps de réviser vos examens, qu'ils soient écrits ou oraux, donc vous serez pardonné du fait de votre talent. En Paris 1, c'est bien tenu, ils ont été gentils, ils ont été polis. Paris 2, en revanche, je ne vais pas louper. Hein. L'ancien régime, c'est l'Église. Je suis très reconnaissant de m'avoir été cette dignité ecclésiastique éminente en part du Seigneur. Je ne sais pas ce que vous avez contre le Vercors, c'est une très belle région de France dont je suis originaire, c'est mal tombé. Heureusement que le directeur d'un journal bien connu qui vous dit la vérité parce qu'on vous ment n'est pas ici présent, il n'aurait pas aimé qu'on moque sa Lozère d'origine, je crois. On a découvert des œuvres inédites de Voltaire. Il a beaucoup écrit depuis sa mort, visiblement. Il y a des nouveautés qui sont sorties. De toute façon, personne n'a lu que Voltaire, donc c'est un truc bien connu, mais c'était assez amusant. Donc je crois que vous avez du talent, vous avez vraiment intéressé l'auditoire, mais tout ce qui a été dit jusque-là, on hésite entre vouloir plus de fond, plus de culture, mais vous êtes très jeune. Un débat de fond, un débat plutôt humoristique, vous essayez de mêler les deux, vous êtes répondu. Bon, je crois que nous avons tous passé une bonne soirée et c'est l'essentiel. Donc merci pour votre participation. Je crois que ça a été dit quelques fois, merci pour ce moment. Merci à tous. Et il va donc me revenir le douloureux honneur de proclamer l'orateur d'abord. Il ne faut pas se tromper dans les prénoms parce qu'il y a eu un peu d'embrouille tout à l'heure. Un peu beaucoup. Le meilleur orateur désigné par le jury est Tanguy. Au moment de remettre la coupe, je regrette amèrement qu'il n'y ait pas de jeunes filles dans le jury, mais seulement des messieurs. Même pas de hamster. Le jury a décidé d'élire l'équipe d'Assas. Et reconnaître à nos camarades, les voisins de Paris 1, nos coturnes, les coturnes, tout leur mérite. Alors je vous un tonnerre d'applaudissements pour le merveilleux jury qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir, pour les merveilleuses équipes qui ont débattu. Et je vous invite tous à poursuivre la soirée par un cocktail et des boissons
sont au fond de la salle. Et je remercie tout particulièrement Alexandre Pinchon sans qui cette soirée ne se serait pas faite.